Moi, j'enseigne un cours de négociation, j'enseigne aussi un cours de médiation et souvent, on va enseigner des concepts comme comment faire une offre, une contre-offre. Je vais aussi enseigner comment gérer quelqu'un qui est en colère, par exemple, pour le ramener dans une discussion logique. Donc, je peux le montrer au niveau théorique, mais il n'y a rien de tel que de le faire pour de vrai, pour intégrer les techniques. Donc, on fait beaucoup de jeux de rôle. Et je me suis vite ramassé dans une espèce de situation un peu paradoxale où tu veux faire des jeux de rôle pour que les gens intègrent, mais les situations, des fois, sont plus ou moins réalistes. Donc, le défi, c'est d'avoir des jeux de rôle, mais de les rendre suffisamment réalistes pour que l'exercice soit significatif. Pour répondre à ma question, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai fait un relevé de la littérature sur l'engagement dans le cadre de l'enseignement. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens vont s'engager dans une situation pédagogique? Et j'ai trouvé deux paradigmes que je trouvais intéressants qui pouvaient être utilisés. Le paradigme de la validité qu'on appelle écologique. Est-ce que l'expérience ressemble à la vraie vie? Et l'autre paradigme, c'est de l'intérêt imbriqué. Donc, est-ce que les gens sont capables de projeter dans la situation leurs propres intérêts? Donc, en utilisant les deux paradigmes, on peut trouver des solutions assez intéressantes pour rendre les jeux de rôle plus réalistes. Donc, c'est vraiment une recherche qualitative que j'ai faite. J'ai pris un peu ce que la théorie disait dans d'autres situations et je l'ai transposé à un contexte de négociation ou de médiation de jeux de rôle dans ce genre de cours-là. Après ma revue de littérature, je me suis aperçu qu'il y avait quatre grands axes qui pouvaient être utilisés, quatre leviers qui pouvaient être utilisés pour rendre les jeux de rôle en médiation, en négociation plus réalistes. Le premier facteur qu'on voit qui a de l'importance, on appelle ça le réalisme mondain. Ça veut dire quoi? C'est est-ce que la situation correspond à la vraie vie? Je vais donner deux exemples qui illustrent bien le phénomène. Je fais un exercice de négociation, puis je demande aux gens de négocier en équipe de deux en classe. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vont négocier, mais ils entendent en arrière-plan l'autre négociation. Là, j'ai une situation où la personne a dit, je suis prêt à donner 100 $, puis il entend l'autre personne en arrière qui dit, moi, je te donne 200. Donc là, il va changer sa position en fonction de ce qu'il entend autour de lui. Okay? Dans la vraie vie, on négocie pas comme ça. Donc ça, c'est un exemple de réaliste qu'on appelle mondain. Donc, une stratégie simple, c'est simplement de faire s'assurer que les négociations ont toujours lieu dans des pièces privées ou dans des endroits retirés où les gens n'entendent pas les autres négociations. Donc ça, c'est un exemple de réalisme mondain qu'on peut intégrer facilement. Okay. Le deuxième axe que je trouve qui est important, on appelle ça le réalisme psychologique. Je donne un exemple, je demande à quelqu'un d'être choqué, puis la personne arrive dans la simulation, puis elle n'est pas choquée. Elle fait semblant d'être d'accord. Elle dit « je suis pas d'accord, mais tu sens pas d'émotion. » C'est sûr que les gens vont être moins engagés. Donc, il y a deux stratégies que j'aime bien utiliser pour avoir un réalisme psychologique. C'est j'ai l'expression anglaise, caster les rôles, mais de distribuer les rôles. Par exemple, je sais que j'ai deux personnes dans ma simulation, un qui est plus revendicateur que l'autre. Je vais peut-être, selon je vais repérer mes extravertis dans la classe, puis je vais donner ce rôle-là aux extravertis parce que naturellement, ils vont avoir tendance à parler plus fort, puis à exprimer plus fortement leur avis. J'ai une situation où quelqu'un est en état il doit revendiquer quelque chose. Je vais demander en classe, est-ce qu'il y en a qui aujourd'hui se sentent en état de revendiquer, qui ont envie d'être agressifs et de revendiquer de façon agressive? Donc, les gens qui vont lever la main, je vais les choisir. Donc, j'ai deux choses. Je vais choisir les bonnes personnes, puis les autres sont témoins de ça. Ils s'attendent à avoir quelqu'un qui va être agressif. Donc, ils vont déjà commencer à préparer leur comportement en fonction de quelqu'un qui a dit devant tout le monde qu'il était prêt à être agressif dans la négociation. Bon, le troisième axe est un peu plus compliqué, mais est-ce qu'il y a des vrais enjeux? Je donnais l'exemple de la voiture qu'on vend, c'est pas de la vraie argent. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'inclure des vrais enjeux dans la négociation? Donc, il y a plusieurs stratégies. La plus classique, c'est de mettre des points associés à la négociation. Donc, dépendamment de où tu finis, si tu finis dans les premiers, tu as plus de points. Si tu finis des derniers, donc tu as vendu ta voiture le moins cher au prix le plus bas dans le groupe, tu vas avoir moins de points pour l'exercice. Ça, c'est une manière d'impliquer les gens dans l'exercice parce qu'il y a quelque chose de réel à gagner ou à perdre. Par contre, le petit défaut avec ça, c'est que des fois, les gens ne vont pas essayer des nouvelles choses parce qu'ils vont être stressés par le pointage final. Donc, ce que j'aime mieux faire, c'est utiliser un peu l'orgueil des gens. Ce que je vais souvent faire, c'est d'expliquer qu'à la fin de la négociation, celui qui a la meilleure entente va devoir expliquer c'est quoi sa stratégie pour essayer de repérer les bons coups qu'il a fait. Et celui qui a la moins bonne entente va devoir expliquer c'est quoi les erreurs qu'il a faites selon lui. Et on va l'aider à trouver ses erreurs.
Une des stratégies que je vais parfois utiliser pour dédramatiser la situation, pour que les personnes qui doivent présenter leurs erreurs se sentent pas trop vulnérables, c'est d'exposer des erreurs que moi j'ai faites en négociation, souvent dans ces exercices-là que j'ai faits dans le passé. Un quatrième axe possible que j'utilise, c'est celui de la pertinence. Donc, ce que je vais faire dans le fond, c'est de montrer comment l'exercice, même s'il est simple, il est pertinent. Je vous donne un exemple simple. Je fais un exercice où quelqu'un se plaint de sexisme. Donc, une femme dirait qu'elle n'a pas eu le poste parce qu'elle était une femme. OK? C'est moins fréquent aujourd'hui que ça l'était dans le passé, donc c'est un exercice qui est vieux. Je l'utilise aujourd'hui parce que je le trouve pertinent, mais des fois, les étudiants, les jeunes vont dire « Ouais, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment ça. » Je dis « OK, est-ce qu'il y en a déjà qui ont eu l'impression que parce qu'ils étaient jeunes, qui arrivaient avec des gens plus âgés, ils subissaient de la discrimination? » Il y en a qui lèvent la main. Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression que parce qu'ils venaient d'une autre culture, ont subi de la discrimination? Oui. Ce cas-là, c'est un archétype. On parle de discrimination homme-femme, mais ça pourrait être n'importe quoi. Okay, vous allez avoir à gérer des plaintes de discrimination, ça va être la même chose. Là, on parle d'hommes-femmes, mais il faut imaginer personnes âgées, jeunes, vous pourrez imaginer des personnes de cultures différentes ensemble. Il y a plein de combinaisons possibles. Une des choses que j'ai retenues de cette recherche-là, c'est l'idée que non seulement quand on fait un jeu de rôle, il faut écrire un scénario, mais il faut penser à la mise en scène. Et c'est souvent dans la mise en scène qu'on va chercher l'engagement des étudiants. Moi, j'avais tendance au début, avant de faire cette recherche-là, de mettre beaucoup d'énergie sur écrire un scénario très clair, mais je me suis aperçu que oui, c'est important, mais si je ne travaille pas la mise en scène, la préparation du contexte, avec les variables que j'ai mentionnées, souvent, je n'avais pas le degré d'engagement nécessaire à une vraie intégration de la théorie dans la pratique.